Bonjour à tous. Est-ce que mon micro marche bien? Oui. Ça va, vous m'entendez bien? D'accord. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Audrey Corcos et bienvenue au débat débat d'experts, intitulé Résidentiel, Pinel, résidence gérée, quels sont les impacts de la crise et comment bien investir en 2022. Avec trois intervenants avec nous. Jean-François Vigneron, directeur général délégué à la commercialisation du groupe Réalité. Bonjour Jean-François. Bonjour. Olivier Bernardat, directeur commercial réseau CGPI de Consulting Group. Bonjour Olivier. Bonjour. Et Jean-Sébastien Maury, directeur commercial France, LP Promotion. Bonjour Jean-Sébastien. Et bonjour. Alors je vous propose dans un premier temps chacun de présenter rapidement votre société, mais surtout sa stratégie et son adaptation à la crise sanitaire. Puis nous verrons dans un second temps comment évolue le marché immobilier résidentiel et quels sont les produits et segments les plus attractifs. Et enfin, nous finirons par les perspectives et les défis à relever dans les prochains mois. Alors, Olivier, je vous propose de commencer par présenter votre société et comment Consulteam s'est adapté à la crise sanitaire. Merci et bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier. Alors Consulteam, rapidement, notre métier, à la différence de mes chers collègues présents aujourd'hui, nous ne sommes pas promoteurs. Notre métier, c'est d'aller monter, sélectionner, négocier des opérations immobilières présentes sur le marché et de les commercialiser uniquement, et c'est un modèle particulier chez nous, uniquement via le réseau de CGPI. Donc on n'a pas de force de vente en interne. 100% de notre production est réalisée par nos partenaires CGPI. Historiquement, parce que ça fait 25 ans qu'on est présent sur ce métier-là, sur le réseau des CGP, on est plutôt connu via la marque Serenissimo sur le métier de la location meublée sous bail commercial, et on a depuis diversifié nos activités avec un dénominateur commun, c'est toujours le sous-jacent immobilier, mais qui est décliné aujourd'hui sur différentes offres. Location meublée toujours, Pinel, nue propriété. Et depuis quelques années également une offre financière, toujours sur le sous-jacent immobilier, avec notamment récemment le lancement d'une SCPI et également une activité assez florissante en crowdfunding immobilier, qui est un mode d'investissement assez en rapport avec la situation post-crise sanitaire. Alors justement, les impacts de la crise chez nous, il y en a eu deux principaux. Alors comme tout le monde, je vais passer rapidement, mais on a accéléré forcément la digitalisation concernant notre offre et puis la relation qu'on a également avec nos partenaires. Mais l'impact de la crise a surtout été sur la structuration de notre offre pour accompagner au mieux nos partenaires dans cette période un petit peu particulière, notamment via l'émergence de l'offre en crowdfunding immobilier. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que sur une période d'incertitude comme celle qu'on connaît encore aujourd'hui, vos investisseurs apprécient des produits avec des maturités plus courtes que l'horizon d'investissement immobilier traditionnel. C'est pour ça que le CROD correspond parfaitement à cette dynamique. C'est des maturités entre 24 et 36 mois et ça fonctionne très très bien. Sur l'offre en immobilier direct, on essaye d'aller encore plus loin sur on va dire, les mécanismes de sécurisation qui sont aujourd'hui nécessaires pour remporter l'adhésion de vos clients. Je peux citer quelques exemples, notamment sur notre offre en location meublée où on a développé des baux commerciaux un petit peu particuliers et en tout cas qui nous semblent plus sécurisants que les baux commerciaux traditionnels que vous connaissez sur le marché, de par la durée. Donc on a aujourd'hui capacité à proposer à vos investisseurs des durées de baux commerciaux jusqu'à 20 ans fermes sur des durées initiales, contre des baux commerciaux normalement d'une durée de 9 ans. Et puis également sur des baux nets de toute charge, y compris taxe foncière. Donc ça, c'est des éléments de structuration de l'offre qui permettent, si vous voulez, d'apporter un maximum de visibilité à vos investisseurs. Et s'il y a un impact à retenir de la crise chez nous, c'est vraiment la réflexion qu'on a eue sur la structuration de notre offre produit. D'accord, pour coller au plus près des besoins, on va dire, des investisseurs. Et des attentes de nos partenaires, puisque ce qu'on voit aujourd'hui quand même, c'est que les circuits de décision de vos investisseurs sur l'investissement immobilier sont un peu différents qu'auparavant. C'est plus long, il y a plus d'attentisme, il y a plus de réflexion. Donc il est nécessaire d'être extrêmement impactant commercialement et en sécurisant au maximum l'offre. C'est une réponse qui nous paraît adaptée. D'accord. Jean-François, au sein du groupe Réalité.
Bonjour à tous également. Rapidement, je vais vous présenter parce que je pense qu'on est complètement à l'opposé de la genèse de notre groupe. Je suis nantais, voilà. On aime bien Lyon, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Nous sommes développeurs territorial. Qu'est-ce donc un développeur territorial? En fait, on a créé depuis 2003 un modèle de promotion immobilière, on va dire traditionnel, et on a évolué très vite en fait sur une notion de nécessité d'usage. Déjà pour accompagner les territoires sur des réponses à besoins qui étaient primordiales pour l'équipement de ces territoires. Je vais parler de maisons médicalisées, je vais parler aussi de sport, entertainment, je vais parler de coworking santé, je vais parler de coworking classique, je vais parler de résidences étudiantes plus communément, des résidences aussi services seniors, avec un modèle maison, et à chaque fois en fait en essayant d'être dans l'usage. Alors une fois qu'on a cet usage et qu'on a quelque chose qui pour nous a du gros bon sens, eh bien, on va essayer de bâtir l'ouvrage qui va être le plus adapté aux besoins de l'exploitation, et on va rester à l'exploitation sur le long terme. Donc c'est ça un peu notre positionnement développeur territorial. Je vous l'explique parce que c'est pas simplement une baseline et une notion marketing. Et c'est ce qui fait que le petit Nantais, parce qu'on reste quand même un petit promoteur par rapport à certains confrères en termes de volume, mais voilà, on est orienté dans le Grand Ouest, de Lille à Biarritz, en passant par l'Île-de-France évidemment. Et notre objectif est clairement d'arriver sur tous les territoires restants, puisqu'on est également à l'étranger, au Maroc et au Sénégal. Voilà. Donc ça, c'était pour la présentation du groupe. Maintenant, sur la partie crise, je pense que on a tous traversé cette période. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire que on a eu une répartition assez, un peu mieux équilibrée en termes de demandes. On voit que le flux des demandes parisiennes a baissé, même si ça restait important et que Paris restera toujours Paris. Néanmoins, on a vu cet exode urbain, ou en tout cas de capitale, qui s'est matérialisé même chez nous en termes d'embauche, puisqu'on a recruté pas mal de personnes qui arrivaient de Paris qui voulaient quitter la capitale, avec des demandes croissantes en résidence principale et autres sur des territoires dits, je dis bien dit, et j'ouvre des guillemets, secondaires. C'est sûr que pour un Parisien, parler de Saint-Brieuc, c'est pas la station balnéaire la plus rêvée, on n'est pas en train de parler de la Côte d'Azur, mais néanmoins, on a eu des lancements commerciaux avec des succès et des demandes qui étaient quand même assez surprenantes. Donc la demande, c'était une chose, premier confinement, énormément d'intérêt sur ces territoires un peu reculés. Bon, ça, on s'est dit, ça c'est l'effet Covid. Mais ça s'est matérialisé en fait dans les réservations et les actes, et ça s'est matérialisé aussi par des flux de population. On a des clients qui s'intéressaient à faire un Pinel sur Saint-Nazaire, en fait, qui ont déménagé et qui en ont fait leur résidence principale. Ça, c'est des exemples, et je pourrais vous en citer comme ça beaucoup. On voit bien qu'on a besoin en fait aujourd'hui d'essayer d'adapter un peu mieux l'usage, encore une fois, de ce que l'on va proposer. Alors nous, on est sur un spectre plus large. Résidence principale, résidence secondaire, résidence étudiante, ça, je vous en ai parlé. En fait, on fait l'immobilier, entre guillemets, d'un maître d'œuvre classique. Mais même sur cet immobilier traditionnel, sur son T2 qu'on vendait en Pinel, on voit bien qu'il y a une appétence, et je rejoins complètement Olivier Bernada là-dessus. On a des clients, vous avez des clients en fait qui sont beaucoup mieux armés, beaucoup plus expérimentés. Alors des fois à tort ou à raison, parce que quand c'est le beau-frère qui, en faisant griller des saucisses sur le barbecue, vous explique que le Pinel c'est quelque chose qui est pas bien, ou que l'investissement immobilier c'est pas bien non plus. Bon, ça c'est tout relatif. Ça reste néanmoins leur croyance. Après ils se renseignent et on voit bien qu'on a des débats qui sont quand même nettement plus intéressants avec ces clients-là. Ils sont mieux avertis, ce qui, je trouve, nourrit et fait grandir aussi notre métier. Et là-dessus, on voit bien qu'ils ont quand même une transposition avec ce qu'on pourrait attendre d'un immobilier demain, et de penser aussi peut-être revente, arbitrage et meilleure analyse en fait, déjà au lancement de nos opérations. Ça, c'est le constat qu'on peut faire chez nous. Ouais, meilleure anticipation en fait. C'est exactement ça. Plus de projection. Jean-Sébastien, chez LP Promotion. Donc LP Promotion, nous on est promoteurs. On travaille sur une organisation décentralisée avec une agence à Toulouse, une agence à Bordeaux, à Paris et à Lyon. On a une vision nationale. On est sur un volant d'affaires de 1500 actes authentiques, c'est ce qu'on a réalisé en 2020. Nous, la crise nous aura coûté la croissance en réalité, ça aurait été une année de stabilisation. On est dans une stratégie de croissance et on vise les 3000 lots sous 3-4 ans. Notre savoir-faire initial, c'est l'habitation principale, le résidentiel. On est donc 17e promoteur français dans l'aspect du résidentiel. Et cette habitation principale, elle est commercialisée en investisseurs, en Pinel, majoritairement par des partenaires, et en résidence principale, là plutôt majoritairement par nos forces de vente salariées.
pour être leader sur une zone, ce qui est notre cas sur Toulouse et sur Bordeaux, il est très important d'aller justifier aux mairies que l'on fait de la résidence principale. C'est le maire, sinon il en a très vite marre de vous voir. En parallèle de ça, la résidence gérée, on a toujours fait. Le premier établissement qu'a fait mon patron, c'était précisément une résidence gérée. Et on a pris le virage il y a 4-5 ans sur un aspect plus volumétrique, sur les produits étudiants, co-living et seniors. L'impact de la crise, pour nous, clairement, c'est une crise de l'offre. Alors il y a deux axes. Il y a l'axe de récupérer du logement à l'offre, et puis l'axe de la distribution. Sur l'axe de récupérer du logement à l'offre, les terrains, c'est compliqué. Les matières premières, c'est compliqué. En fait, il y a tout qui est compliqué. Et puis, on a eu des élections municipales, puis une année précédant l'élection municipale, et puis un Covid qui a décalé l'élection municipale, et puis des résultats de ces fameuses élections municipales avec des positions très fermes sur ce qui est attendu en termes de politique d'urbanisation. Bref, tout ça pour dire que des permis de construire, il n'y en a pas. Donc, on est très content d'avoir pris le virage géré il y a déjà quelques années. Il n'y en a pas à tel point que, vous avez tous entendu parler de la commission Rebsamen, enfin, on a pris un peu le sujet vraiment à bras le corps. Donc, quand on est sur le schéma de l'investisseur, le schéma de la résidence principale, c'est encore un autre sujet. Quand on est sur le schéma de l'investisseur, dès lors, il faut trouver des solutions. Pour nous, la solution, elle a été de faire une introspective. Vous seriez en école de commerce, ça s'appellerait une SWOT. Vous regardez menaces, faiblesses, opportunités sur un marché. Le gérer, on sait faire. On a une société d'exploitation, donc on se dit, bon, ben, ok, pourquoi pas. Et puis quand même, sur le marché, l'argumentaire qui vise à dire, partez en vacances avec vos impôts, il est un tout petit peu désuet. Ça fait un petit moment qu'il a disparu. En revanche, il y a bien quelque chose qui revient tous les jours aux oreilles de vos clients, c'est la notion de la retraite. La préparation de la retraite, on en parle absolument tous les jours. Les taux de remplacement sont devenus complètement déments, mais avec notre taux de natalité, c'est pas bien étonnant avec un système de retraite par répartition. Et donc, d'un point de vue purement fiscal, d'un point de vue purement gestion de patrimoine, le gérer est venu chez nous tout naturellement. Et puis derrière, il a fallu s'adapter aux différentes typologies de produits qui peuvent exister et aux attentes qui peuvent exister sur le marché, que ce soit sur l'étudiant ou le co-living. Qu'existe-t-il sur le marché sur la cible 23-27 ans, début de carrière? J'entends par là fin de master, stage de début de carrière, 2-3 premières années de boulot. Et de la même manière, sur le senior, s'adapter aux besoins actuels. Le senior qu'on connaît, c'est souvent du senior qui est en voie de perte d'autonomie. On a choisi d'aller sur un segment qui est plutôt du senior jeune. Il est entre 60 et 65 ans. À l'entrée, il a un appartement qui est tout ce qu'il y a de plus normal. Il peut avoir une vie en communauté ou une vie tout seul dans son appartement. Bon, ben voilà. Et ce qui est très intéressant pour moi, directeur commercial, j'entends à commercialiser, c'est que tout ce qu'on commercialise vient finalement du terrain. C'est-à-dire que les produits sont conçus par la société, enfin en tout cas le cahier des charges vient de la société d'exploitation et donc de son rendu, de son expérience au quotidien. Typiquement chez nous, le co-living est un héritage de l'étudiant lié à tout ce qui peut se passer au quotidien dans ce type de résidence. Donc, pour conclure, la crise, c'est surtout une crise de l'offre, c'est savoir se réinventer sur les produits qu'on peut proposer aux investisseurs et aux cabinets en gestion de patrimoine. Et puis, d'un point de vue plutôt pratico-pratique, c'est comment on fait pour se rapprocher de vous au quotidien. Évidemment, Olivier l'a très bien dit, le numérique, créer les signatures numériques, créer des modes de signature à distance, créer des webinars, être toujours plus proche. Dans notre cas, créer une chaîne YouTube. On a créé une chaîne YouTube sur laquelle on développe un certain nombre de sujets. Ça a été notre réponse. Bon, ça a plutôt pas mal fonctionné, puisqu'encore une fois, on a réussi à amortir la crise et à stabiliser notre position sur 2020, et on a redémarré sur une position de croissance dès 2021. D'accord. Olivier, si on en vient maintenant au placement immobilier en tant que tel, Jean-Sébastien l'a évoqué, la problématique des retraites est prégnante. On voit qu'il y a un ensemble de facteurs favorables aujourd'hui à l'investissement immobilier. Est-ce que vous pouvez nous énoncer lesquels ? Alors, avant d'énoncer les facteurs favorables, je veux appuyer sur ce qui vient d'être dit sur la crise de l'offre qui est vraie en Pinel, qui est vraie en fait sur tous les types d'investissements immobiliers. Je prends notre spécialité de l'immobilier géré. Au-delà du fait qu'on n'ait pas de permis de se construire, ou beaucoup moins qu'avant, on a une autre problématique qui nous concerne tous, c'est le sujet des ventes en bloc. Vous avez des investisseurs institutionnels aujourd'hui qui se positionnent de plus en plus sur l'immobilier géré, résidence médicalisée, étudiante, senior. Et le problème qu'on a, c'est qu'ils se positionnent à des taux de rendement qui sont forcément beaucoup plus faibles qu'avant. Je vous donne un exemple. On a perdu la commercialisation
potentiel une résidence senior dans une grande ville française récemment, parce qu'un acheteur en bloc s'est positionné à un rendement de 4% net de charges et de taxes foncières. C'est un différentiel de rentabilité par rapport à ce qu'on propose à la découpe très 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 faible. C'est un produit qu'on aurait présenté net de charges et de taxes foncières à 3,70 à la découpe. Donc on n'a que 0,30 de différence de rendement entre la découpe et le bloc. Donc la conséquence, c'est que la résidence, forcément, elle part en bloc. Donc ça, c'est aujourd'hui notre souci principal, c'est comment on gère l'offre. Une fois qu'on a dit ça, notre problème aujourd'hui, c'est moins de vendre que d'avoir des produits, tout simplement parce que le contexte il est ultra favorable. Déjà, le support immobilier a prouvé sa résilience forte pendant la crise du Covid. Au-delà des prix, on a eu une résilience très forte également en termes de revenus. Même les secteurs qui ont été potentiellement les plus impactés, je pense notamment à la résidence de tourisme en location meublée, on a même eu sur ces supports des taux de recouvrement des loyers qui ont été quand même particulièrement favorables. En 2020, qui a été l'exercice le plus touché sur l'activité touristique, il faut savoir qu'il y a des résidences qui ont fermé pendant plusieurs semaines. On a quand même eu un recouvrement des loyers sur l'ensemble de notre parc de 80% du montant des loyers initialement promis. Sur l'étudiant, il y a eu 100%, sur le senior, il y a eu 100%, sur l'EHPAD, il y a eu 100%. Donc voilà, c'est un actif qui a prouvé sa résilience. Au-delà de ça, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'attractivité des rendements de l'immobilier. Ça n'a jamais été autant le cas qu'aujourd'hui, je dirais, tout simplement parce qu'à la fois on a un rendement brut qui reste très favorable dans le panorama de l'épargne. Je pense particulièrement aux locations meublées, où vous avez des rendements nets de charges avant fiscalité entre 3,50 et 4. Et vous savez qu'on isole des rendements nets de fiscalité également en location meublée grâce à l'amortissement. Donc la conséquence de tout ça, c'est que, alors qu'on était sur un marché qui était avant tout l'effet de levier du crédit jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui, on est sur un marché beaucoup plus équilibré. Sur notre activité dans le groupe Consultim, sachez qu'aujourd'hui, 50% des ventes qu'on fait, on les fait en cash. Et quand je dis en cash, c'est en totalité. Enfin, c'est pas nous qui les faisons, c'est vous d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même un sujet d'importance qui nous fait réfléchir aussi sur la structuration de l'offre et qui notamment nous fait réfléchir sur la notion de revenu immédiat pour vos clients. C'est aussi pour ça qu'on développe beaucoup le marché secondaire, notamment en location meublée, pour vous proposer des solutions sur des petits budgets et sur des revenus immédiats. Le cash, c'est vraiment un sujet aujourd'hui. Vous savez qu'il y en a beaucoup sur le marché et l'immobilier en général, la location meublée en particulier, est un bon sujet pour traiter ça. Et puis les autres facteurs favorables, vous les connaissez bien évidemment, les taux de crédit qui restent particulièrement faibles, et puis surtout des Français qui restent très preneurs de l'actif pierre, surtout en période d'incertitude comme celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, pour nous, tous les voyants sont au vert. Il paraît même, on en a discuté la semaine dernière, qu'il semble que le dispositif de réduction d'impôt sensible ouvert en location meublée soit reconduit, ce qui peut être intéressant pour certains investisseurs. Donc même là-dessus, voilà, on a des bonnes nouvelles. Donc voilà, notre sujet aujourd'hui, c'est plus l'offre qui pose problème que les capacités de distribution que l'on peut avoir. Alors l'offre, elle doit s'adapter aussi à la demande et aux besoins et aux usages. Jean-François, comment en fait évoluent les besoins aussi des utilisateurs ? Jean-Sébastien a touché du doigt un des sujets de l'évolution notamment des résidences-services. On parle de nouvelles notions en fait de consommation presque de l'immobilier. Alors le co-living en est une. On voit de plus en plus aussi de schémas. Alors, on est au stade des développements ou des lancements d'opérations, mais des résidences intergénérationnelles, d'essayer de mixer, de changer en fait la surface privative, d'avoir des espaces communs qui sont plus grands, de participer à une sorte de colocation comme on la connaissait peut-être pas tout à fait avant. Ce qui fait qu'on a envie, ou en tout cas de créer. Aujourd'hui, j'ai pas quand même trouvé la clé, même si on essaye à chaque fois de créer des produits un peu différents. Je vous invite à aller voir Catella, ils ont un truc qui est sympa, qu'on a travaillé ensemble. Enfin, voilà, ça c'est un petit tuyau. Et en fait, on voit bien qu'en fait, on a des lois aujourd'hui qui sont assez bien faites. On a une demande qui vaut 4 fois l'offre. On ne va pas revenir sur la rareté de la difficulté en tout cas de développer des produits.
Et on voit aussi des personnes qui ont aussi envie de sortir du carcan Pinel, qui ont déjà du meublé, donc peut-être qu'ils ont envie alors, soit d'arbitrer, revendre, voilà, donc vous avez des interlocuteurs ici pour le faire, donc ça c'est parfait. Et aussi d'être sur des produits qui vont un peu sortir de l'ordinaire. Tu as parlé très bien du crowdfunding, donc on voit bien que les sociétés de co-investissement dans les CCV, sociétés de projets immobiliers, elles vont en poupe, parce que c'est effectivement du court terme, mais on voit aussi que les gens s'intéressent à ces nouveaux modes de vie, donc le co-living. Ah, mais quand on voit un co-living, on voit qu'il y a des modèles qui existent, je crois que tu es dessus, Jean-Sébastien aussi. J'ai 200 mètres carrés qui est séparé en 6 cellules privatives et un espace commun. Faites 200 mètres carrés, avec un prix moyen à 5-6 000 euros le mètre carré, on aimerait bien avoir tous des clients comme ça en portefeuille et d'avoir juste à les appeler pour acheter, ça va être compliqué. Mais néanmoins, sans passer par un véhicule, je pense qu'il y a peut-être des solutions. En fait, faut continuer de chercher, faire un peu d'ingénierie là-dedans dans le montage, voir comment on peut organiser les choses. Il y a déjà des dessins de choses qui se font avec j'achète la partie privative, le commun, etc. C'est une super piste. Et là, on a des rendements qui vont être nettement plus importants que ce qu'on peut proposer dans les grandes agglomérations avec Montpinel ou même malheureusement sur des résidences meublées qui ont du mal à sortir en rentabilité quelque chose d'exceptionnel, qui va être vendu en bloc pour 0,30 de plus de rendement. Et le gestionnaire, il ne s'embête pas à gérer 105 copropriétaires, les baux, etc., etc. Donc la notion de rentabilité est importante et pour appuyer en fait, ce qu'on a pu constater depuis déjà un phénomène qui est né en 2019, la rareté de l'offre a fait des tensions des prix dans toutes les grandes métropoles, mais pas que. On a le plafonnement des loyers liés à des zonages Pinel et autres qui font que le rendement est des fois inférieur à 2 dans des grandes agglomérations. Ok, j'achète à Nantes, à Rennes, Bordeaux ou autre, mais le rendement n'est pas au rendez-vous. On a eu de plus en plus de personnes qui ont acheté en droit commun, tout simplement. Le meublé, je le sens pas parce que je comprends pas trop. J'aimerais bien exploiter mon bien tout seul, donc faire de la rotation de meublé tout seul en totale indépendance, c'est compliqué. Même si on peut les accompagner, on propose des packages là-dessus, ça c'est pas forcément compliqué, on n'est pas les seuls à le faire d'ailleurs. Mais voilà, ça reste une solution. On adhère pas. Après, il faut que le client soit à l'aise avec son investissement. Mais voilà, c'était, je vais vous dire, 5-6% en fait en 2019 d'investissement en droit commun. C'était le double en 2020. J'ai hâte de faire le pointage au 31 décembre parce que je pense qu'on va être entre 15 et 20 points d'investissement en droit commun, déplafonnement de loyer, 40% de rendement en plus. Et puis je mets un mouchoir sur les 18% de Pinel parce que franchement, j'en ai pas besoin en fait. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une tendance qui arrive. Oui, parce qu'il y a l'idée aussi après d'habiter le bien peut-être à ça, la c'est sortie. le fantasme. Alors, je ne sais pas si dans votre salle, on pourra en parler, peut-être vous avez des questions, mais ça, c'est le truc. C'est vrai qu'on parle, il faut se projeter quand on achète un bien, il faut penser bouclage, il faut penser des bouclages, c'est super important. Il faut faire et défaire dans la gestion de patrimoine, je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre. Et alors c'est, ah oui, alors ça j'achète, c'est bien, c'est à côté de la mer, je vais venir y vivre, etc. Et puis en fait... 10 ans après, on leur demande ah non, c'est très bien, c'est tout le temps loué, ça marche bien, c'est un bon rendement, c'est mon complément de revenu. Puis je voyage et puis je vais aller passer ma retraite à droite à gauche parce que j'aime pas aller au même endroit. Donc alors déjà l'idée de base était peut-être pas forcément bonne, mais c'est vrai qu'ils se projettent comme s'ils pouvaient y vivre. Donc mais c'est bien, ils mettent un peu plus d'affect. Ça d'investissement. C'est des fois plus dur à contrer aussi quand on touche à l'irrationnel comme ça dans un conseil. Alors Jean-Sébastien. Les facteurs favorables, je ne vois que des facteurs favorables. C'est le grand plaisir d'une crise de l'offre, finalement. Parce que la crise de l'offre, on va toujours finir par s'en sortir, mais la demande, elle est excessivement soutenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a creusé un trou qui est absolument béant. On doit construire 500 000 logements par an. Si on arrive à 250 000, on va être tous très heureux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où ça va repartir, on a 10 ans devant nous de croissance complètement absolue. Les chiffres sont complètement déments, que ce soit... peu importe l'agglomération, que ce soit Toulouse, Bordeaux, Lyon, que ce soit Nantes, Rennes ou Paris, vous le savez tous, c'est dur de trouver pour habiter, c'est dur de trouver pour louer. Et donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on se pose la question de si les prix sont chers aujourd'hui, je vous garantis que dans 18 mois, les prix seront encore plus chers. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de l'inflation sur le marché de l'immobilier, et c'est tant mieux, parce que c'est ça qui va faire que les opérations que vous conseillez vont être de bon niveau. C'est vrai pour le résidentiel, l'habitation principale, c'est aussi vrai pour les résidences gérées. Si on prend l'exemple de l'étudiant, il y a 2 800 000 étudiants inscrits peu ou prou dans l'enseignement supérieur, il y en a à peu près 68% qui quittent le domicile familial pour aller étudier, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OVE, c'est-à-dire que vous avez une demande de 1,7 million, il y a 400 000 lots à l'offre. Voilà, fin de l'histoire, on peut construire tout ce qu'on veut, ce sera toujours pas assez, et donc ça vous permet de vous positionner sur quelque chose qui est excessivement sécurisant, et des produits sécurisants sur le marché ou sécurisés sur le marché de l'épargne aujourd'hui, il n'y en a pas 36 000.
Donc ça premier point, c'en est un, et on a de très très beaux jours devant nous. Alors Jean-François l'a très bien dit, le rendement il est important pour vous, il est important pour vos clients, mais attention, il est important pour nous aussi, c'est-à-dire qu'il faut rentabiliser les projets, sans quoi il n'y a pas de projet, et une de nos réactions a été, merci de m'avoir tendu la perche, sur l'aspect du co-living, où tout à fait on peut imaginer avoir une surface qui est plus grande, et à l'intérieur même d'une résidence, bien se retrouver avec 2 unités d'hébergement et une petite partie commune qui est un salon. Donc c'est de la colocation revisitée avec chacun des appartements qui sont indépendants parce que mini kitchenette, etc., qui vous permet de le vendre individuellement. Et puis autre phénomène que je constate sur le marché, beaucoup de partenaires s'y sont mis sur des lots qui sont des gros montants et dans des zones trop bien placé, entre guillemets. Si c'est trop bien placé, c'est trop cher, le loyer est bas, le rendement est mauvais. Et bien, plutôt que de le faire en Pinel, je l'ai et de plus en plus régulièrement, et j'en ai un en particulier qui s'amuse beaucoup à faire ça, effectivement, le Pinel, il s'en fiche, et il le loue en droit commun, tout simplement. Et vous avez une autre piste pour ça, c'est pour tout ce qui va toucher à la villa. La villa, c'est un produit rare. Chez Otari, pour 23 000 lots à l'offre, il y a 850 villas. Sur les 850, il y en a 300 éligibles Pinel. Ça fait moins de 1% à l'offre. Donc plutôt que de voir le côté négatif, voyons l'effet d'aubaine qu'on peut avoir sur un sujet comme ça. Achetez ou vendez une villa 20 000 € trop cher à votre client par rapport au marché, il fera quand même une super bonne affaire parce qu'on ne va plus en construire. On ne va plus en construire parce que, de par les décisions politiques qui ont été menées, eh bien, on va aller de moins en moins sur la notion d'étalement urbain. Si vous prenez une agglo comme Toulouse, c'est les cercles concentriques, c'est le schéma de la zone pavillonnaire, de la zone à proximité du bassin d'emploi. Bon, mais ça, clairement, on va plutôt aller vers de la densification aujourd'hui, parce que les promoteurs vont avoir besoin de rentabiliser leur surface plancher, parce qu'il va y avoir la réglementation environnementale, parce que les politiques ne veulent plus, encore une fois, de bétonisation des sols. Donc le peu de villas que vous allez trouver sur le marché, ça devient des produits uniques. Et s'ils sont rares aujourd'hui, ils vont devenir réellement uniques. Et donc la réponse par la location meublée, mais en résidence principale, ou tout simplement en droit commun, ou en colocation, c'est une réponse très très forte sur le marché de l'épargne. D'accord. Olivier, sur les produits les plus attractifs, est-ce que vous pouvez un petit peu en citer quelques-uns, mais aussi en mettant en lumière les points de vigilance aussi, parce qu'ils ne sont pas tous adaptés à tous les investisseurs? Bien sûr. Je vais prendre deux exemples rapides. Nous, on aime beaucoup la résidence senior. Je sais que c'est un sujet d'actualité à la mode et tout n'est pas bon en senior, notamment au niveau des emplacements ou des modèles. Pourquoi on aime bien? Parce que pour nous, c'est la rencontre de 2 mondes qui sont intéressants. Le premier monde, c'est une demande locative qui est extrêmement soutenue. Vous savez que la clientèle traditionnelle d'une résidence senior, c'est la femme veuve entre 75 et 85 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que les baby-boomers qui sont nés en 46, eh bien, en 2021, ils ont 75 ans. Donc si la demande aujourd'hui, elle n'augmente pas, elle explose sur la résidence senior. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on nous dit, oui, c'est un marché qui est surconstruit, etc., c'est loin d'être le cas. Je peux vous dire qu'on a un taux de couverture des logements en résidence senior qui est beaucoup plus faible que les autres grands pays européens. Il y a encore de grandes perspectives de développement. Et surtout, on a des perspectives. On a des perspectives démographiques. Et l'avantage de la perspective démographique, c'est qu'elle est beaucoup plus sûre que la perspective économique. Donc ça, c'est le premier monde. Le deuxième monde, c'est un bien immobilier traditionnel. Quelles sont les 2 objections que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos clients en location meublée? C'est qu'est-ce qui se passe si l'exploitant s'en va et comment ça se revend? Eh bien, la résidence senior, elle permet de répondre ultra favorablement à ces 2 objections. Pour la raison simple, c'est que en résidence senior, j'achète un logement qui se rapproche d'un logement quasiment traditionnel en centre-ville, généralement d'une grande ville française. Si l'exploitant il s'en va, ce qui n'est pas l'objectif, il ne se passe pas grand-chose, que vous restez propriétaire d'un bien qui conserve une valeur locative et immobilière extrêmement forte. Et comment ça se revend? J'achète un 2 pièces en centre-ville de Nantes. Qui peut imaginer que ça ne se revende pas, quand bien même sans location meublée, ça n'existe pas. Donc c'est un sujet qu'on aime bien. Alors attention, après les emplacements, il faut qu'ils soient ultra connectés, puisque les seniors ils recherchent la proximité des commodités, des services, etc. Donc vigilance sur l'emplacement, vigilance également sur les modèles. Et c'est là où il faut être un peu inventif. Donc nous, on développe actuellement des modèles beaucoup plus access que ceux qui existaient sur le marché préalablement. C'est un marché qui a été attaqué par le haut de gamme. Nous, on met en place des modèles beaucoup
plus access aujourd'hui avec des exploitants notamment qui produisent des T1 aujourd'hui sur de la résidence senior pour avoir des prix d'entrée en location qui sont intéressants. Et ça nous permet de proposer à l'offre des logements seniors à partir de 75 000 € hors taxe. Et ça nous paraît aujourd'hui des solutions attractives. En location meublée, je cite juste un autre exemple. Nous, on aime bien prendre le contre-pied du marché. Regardez, si le cœur vous en dit, des opportunités, alors plutôt sur le marché secondaire, en résidence de tourisme. Aujourd'hui, la résidence de tourisme, ce n'est pas un sujet qui est à la mode, mais les sujets qui ne sont pas à la mode, c'est forcément des sujets sur lesquels on fait des très bonnes affaires. Aujourd'hui, les vendeurs sur le marché secondaire, ils sont conscients que s'ils veulent vendre, il faut qu'ils soient extrêmement attractifs en termes de prix. Je peux vous dire qu'il y a des coups de fusil extraordinaires à faire sur des biens en location meublée sur le marché secondaire en résidence de tourisme avec des prix au mètre carré qui sont ultra compétitifs et sur lesquels il y a donc des réserves de valeur extrêmement importantes. Un autre et un dernier exemple, moi c'est un produit que j'aime bien sur le crowdfunding. On a développé une offre en capital assuré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une compagnie d'assurance qui garantit le capital de votre client. Alors bien évidemment, on va isoler un rendement qui est plus faible que le rendement traditionnel sur le crowdfunding, qui est généralement entre 7 et 9%. Mais sur le capital assuré, on est quand même sur des maturités, encore une fois, entre 24 et 36 mois, sur des rendements de 4%. Donc vous avez non seulement un rendement de 4%, et un capital assuré. Là, on est sur des choses qui nous paraissent, en termes de couplement risque, particulièrement attractives. Donc on essaye de réfléchir, on essaye de proposer des choses un petit peu différenciantes. Et même s'il y a une crise de l'offre, et même si les prix ils peuvent vous paraître aujourd'hui élevés, il y a encore de très belles opportunités à aller chercher. Merci Olivier. Jean-François, sur les points de vigilance aussi, les produits intéressants, mais les points quand même à bien vérifier par l'investisseur. Les points, on les connaît tous, on en a parlé. Il y a l'emplacement, il y a les besoins, l'objectif que va rechercher l'investisseur. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, pendant 9 ans, je veux vraiment avoir une optimisation du rendement locatif, ou est-ce que je recherche, c'est vraiment ma résidence secondaire dans 10 ans? Bon. Est-ce que ça doit être le même produit et le même projet? Est-ce qu'on peut mixer les deux? Ça, c'est des questions à se poser. Il n'y a pas de produit miracle de toute façon, c'est pas à vous dans la salle que je vais l'apprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'assurer quand même de la pérennité de son marché. Je pense aussi à la réversibilité d'un projet. Voilà, on en a parlé là avec Olivier. J'ai jamais trop cru au modèle pour un particulier d'investissement en EHPAD parce que la réversibilité du logement me paraissait un peu complexe, voire impossible. Voilà, bon, ça n'engage que moi et je ne critique pas, c'est un besoin, il faut des EHPAD pour répondre aux besoins de l'accompagnement des seniors, là c'est une évidence. Mais voilà, après pour un particulier, est-ce qu'on peut porter cet actif et son risque sur le long terme? Ça je ne sais pas, parce que personne n'a de boule de cristal, et même si on se dit qu'il y a un marché, est-ce que le modèle économique d'un EHPAD sera 200 logements demain ou pas 200 et qu'il ne faudra pas renouveler ça parce qu'on a commencé avec des EHPAD il y a 20 ans de 50 logements? Bon, tout ça, c'est des prospectives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la partie exploitation, il faut rester sur quelque chose de simple, tangible, répondre au manque de logements étudiants qu'a évoqué Sébastien. Sur l'ensemble du territoire, parce qu'on a une tension qui est réelle. J'ai des appels tous les jours pour essayer de trouver un logement. Alors pourtant, ils savent que je ne suis pas de la location. Mais voilà, est-ce que j'ai quand même quelqu'un qui peut trouver un appartement à louer pour son fils à Angers? À Angers, si on se remet dans le contexte, il y a moins de 10 ans, c'était blacklisté par le Crédit Foncier et du coup, tout le monde fuyait Angers comme la peste. Il s'avère que Angers, aujourd'hui, dans le centre-ville, vous vendez ça à 7-8 000 € le mètre carré. Ouais. Et en investissement locatif, il y a 0 vacances locatives sur le parc que nous, on a livré depuis 6 ans ou 7 ans. Donc voilà, il faut analyser le marché, il faut s'accompagner de professionnels, essayer de récupérer les études nécessaires. Nous, on le fait par des sociétés externes quand on lance un projet immobilier parce que c'est nécessaire pour que vous ayez l'expertise et le conseil suffisant pour que vos clients se sentent sécurisés, parce qu'on en revient à ces notions de sécurité aujourd'hui. Après, je ne pense pas que d'un point de vue systémique, malgré les prix qui soient pratiqués aujourd'hui, on ait un risque sur la valeur vénale d'un bien immobilier. C'est une conviction personnelle et que je porte haut et fort. On attendait M. Macron, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le début de la semaine, là, je pars en digression, mais c'est la fête aux annonces. Hein. Alors Jean Castex a trouvé des solutions pour libérer l'immobilier à Bordeaux. Enfin, je ne fais pas de prosélytisme ni religieux et ni politique, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans la saison des bonnes paroles. Bon, espérons que ça se consolide dans les projets de loi de finances. On va croiser les doigts parce que s'il y a vraiment une libération du foncier, de l'offre, les promoteurs, les vilains promoteurs
mercantiles seront complètement prêts à diminuer la tension, les prix, et il y aura une baisse sur un rééquilibrage juste de l'offre et de la demande. Mais voilà, donc j'ai envie de dire que l'avenir va être bon, parce que de toute façon on ne peut pas être plus bas que les creux de vague qu'on est en train de connaître. L'appétence pour l'immobilier est là. Si on fait attention à ce que l'on fait, à ce que l'on conseille, même sur des zones secondaires, je vous parlais de Saint-Brieuc, mais j'en aurais tellement à vous citer, sur lesquels on a fait 50% d'invest, sur des T2, des T3, des investissements, des personnes qui veulent acheter local ou moins local d'ailleurs. J'ai quand même trouvé un Bordelais qui a acheté du locatif à Saint-Brieuc. Alors, quand on dit qu'il faut plutôt aller acheter dans le soleil, souvent la tendance est d'aller faire mes investissements locatifs au sud de ma résidence principale. Alors, on a plein de contre-exemples qui nous disent l'inverse. Donc je pense qu'en fait, on est en train de casser tous les codes de ce que l'on connaissait habituellement. Ça a rebattu un peu les cartes, espérons que ce soit dans le bon sens. Mais voilà. Vous disiez un point intéressant, c'est que vous développiez les T3 dans les résidences seniors avec la perspective d'habiter. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai pas voulu revenir sur ce sujet-là parce qu'on en a parlé effectivement ensemble, mais on en revient sur l'usage en fait. À contrario, on a le droit d'avoir des points de désaccord, mais Olivier parlait des prix d'appel sur les résidences seniors avec des 75 000 €. Ça dépend des modèles. Ouais, c'est ça. Maintenant, nous, en fait, notre modèle Eurus, qui est du fait maison et du cousu humain, avec la rencontre d'un promoteur, mais surtout d'un exploitant en fait de résidence EHPAD public à Nantes, Karine Bachelier, qui est la présidente du groupe depuis maintenant 2013. Voilà, on a créé ce modèle de toute pièce pour accompagner les seniors à vivre ensemble. Donc nous, on n'est pas EHPAD, parce qu'on ne veut pas l'être, parce que c'est un métier, c'est autre chose, et voilà, je vous ai déjà dit ce qu'on pensait du sujet, même si c'est très bien et nécessaire pour la société. On n'est pas trop senior, résidence senior classique. Notre moyenne d'âge, nous, c'est 86 ans, 25 ETP par programme, sur un modèle complètement différenciant, parce qu'on va être là pour accompagner sur des stades gériatriques assez avancés, le vieillir ensemble. Donc on a des couples dont l'aidant et l'aidé ne vieillissent pas de la même manière, évidemment, et la seule solution qui s'offre aujourd'hui dans notre société, c'est monsieur ou madame va aller en EHPAD, et puis vous allez rester toute seule ou tout seul chez vous. Ça c'est un peu crève-cœur, et c'est un divorce alors qu'on s'aime, alors qu'on peut encore vivre peut-être 2, 3 ans, 6 mois, mais même 6 mois. Enfin, l'idée c'est de mieux vieillir ensemble et d'accompagner ces gens-là et soulager surtout l'aidant, parce que l'aidé, lui en général, il vit plus longtemps que l'aidant qui s'est fatigué, et qui s'est usé, et qui décède et qui part le premier. Donc on a créé ça. Le taux d'occupation maximum sur ces résidences qui sont livrées, c'est du T3. Moi qui m'occupe de la partie commerciale avec mes équipes, avec nos partenaires, le T3 il est beaucoup plus difficile à écouler qu'un T1 en étudiant qui va valoir 100 000 €, parce que là on va toucher du 200, 250, 300 000 €, mais c'est ce qui correspond vraiment à l'usage, et il est hors de question de notre côté d'aller tordre ce modèle. Et je pense qu'effectivement, on parle de réversibilité, on parle de revalorisation, on parle de bien. On est dans du centre-ville, parce qu'il faut que ce soit à portée de marche d'un senior qui a 86 ans, voire de déambulateur, il faut le dire, parce qu'on a quand même 27% de nos résidents qui ont des déambulateurs. C'est comme ça, donc voilà, il faut qu'ils puissent sortir, parce qu'on les pousse à sortir. Le but c'est qu'ils aillent dehors, qu'ils marchent, qu'ils se déplacent. On les accompagne pour ça, pour pas qu'ils sortent tout seuls quand c'est un peu compliqué. Mais voilà, tout ça pour dire que je me suis perdu dans mes digressions là, de balade. Donc les T3 se développent. Donc les T3 se développent, en tout cas en demande. Maintenant, il faut qu'on puisse trouver aussi les modèles économiques et l'écoulement nécessaire. Mais ça fonctionne aussi. Les gens, quand on leur explique le modèle, ils adhèrent. Alors Jean-Sébastien, sur les points de vigilance. Ouais, les points de vigilance de l'immobilier, c'est pas bien compliqué, c'est l'emplacement. Maintenant, il va falloir, un des points forts, en tout cas, c'est l'emplacement. Maintenant, il va falloir définir le bon emplacement au bon produit. On ne va pas réagir de la même manière sur un produit en Pinel, sur un produit en meublé, qu'il soit étudiant, co-living senior. Un produit en Pinel, c'est proximité d'un bassin d'emploi, revenu moyen par ménage, taux de création d'entreprise, démographie sur zone, donc des éléments rationnels, économiques, macroéconomiques, et qui sont forts et juste indiscutables, purement factuels. Sur de l'étudiant, on peut être au milieu de la campagne, on peut être au fin fond du trou du cul du monde. Si vous êtes à Jouy-en-Josas à côté d'HEC, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais si vous êtes à côté d'HEC, ça va marcher. Je prends un exemple. Tu citais Angers, laisse-moi citer Bourges. À Bourges, il y a 6000 étudiants. Ça veut dire que statistiquement, il y a 4080 étudiants qui cherchent un logement tous les ans. Il y a 675 logements étudiants qui existent. C'est-à-dire il y a une profondeur de marché de 3405. Un promoteur de ma connaissance de très grande qualité, c'est moi, CLP, arrive avec 165 lots. Ça veut dire que j'ai une piole disponible pour 20 demandes potentielles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 20, s'il y en a 19 qui vont ailleurs et un seul qui va chez moi, la résidence est remplie.
Voilà, la démonstration, elle doit s'arrêter là. Donc il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que c'est Bourges, c'est pas parce que c'est Angers, c'est pas parce que c'est Toulouse que c'est Paris. Ça dépend de vos objectifs, mais il va falloir le regarder de manière excessivement rationnelle. Pour notre senior, bon, ça va dépendre de la famille de seniors dans laquelle vous voulez aller, mais en substance, les commerces, ils sont accessibles à pied. Donc là aussi, vous pouvez être dans une ville secondaire ou dans une ville principale. Le défaut de la ville principale en tant que gestionnaire de patrimoine, ce sera le taux interne de rendement. Évidemment, plus vous êtes dans une zone où le foncier coûte cher et moins le rendement est élevé, mais il faut répondre à la demande de l'occupant. Il ne faut pas se projeter dans vos préoccupations, il ne faut pas se projeter dans les préoccupations de votre investisseur. Il faut se préoccuper de ce que pense et de ce que veut faire l'exploitant et de ce que veut faire l'occupant final. Et c'est ça qui est très important. Et là, c'est génial parce que sur le senior, vous en avez un qui a dit qu'il faut faire du T1, l'autre il a dit qu'il fallait faire du T3, et moi je fais du T2. J'ai pas dit qu'il fallait faire que du T1. Je grossis le trait. Là où je veux en venir, c'est qu'on a une vision tous les trois un peu différente de ce qu'on veut faire, avec des raisons. Ce qui compte, c'est d'avoir les tenants et les aboutissants. Et moi, je peux vous dire pourquoi je fais du T2. Mais comme Jean-François a très bien expliqué, pourquoi il cherchait plutôt du T3. Ce que j'ai retenu en tout cas de ce qu'a dit Jean-François, et c'était très intéressant, c'est de dire attention, hein, mon T3 en meublé senior, il faut le vendre, hein, le machin à 300 000. Mais je priorise l'exploitant. Et en tout cas, chez LP, c'est aussi ça qu'on cherche à faire. On priorise l'exploitant toujours. C'est dur c'est plus facile pour moi de vous vendre une rentabilité élevée, ne nous trompons pas. C'est le plus dur dans notre métier, c'est de positionner la rentabilité. Il faut qu'elle soit correctement équilibrée entre l'investisseur pour être suffisamment performant sur le marché de l'épargne, mais il faut aussi qu'il y ait de la place pour l'exploitant, sinon il se passe ce qui va se passer. La transformabilité, évidemment, Jean-François en a parlé, de l'EHPAD, nous aussi on y croit relativement peu. Moi je n'ai pas de débat avec l'EHPAD si on a compris qu'on n'investissait pas dans de l'immobilier, mais qu'on investit dans une entreprise à laquelle on croit ou on ne croit pas, mais ce n'est pas un investissement dans une PME, parce qu'une piole de 9 mètres carrés à 300 000 € dans le Vercors, ce n'est pas de l'immobilier. Voilà, après je n'engage pas LP là-dessus, je m'enflamme un peu, je parle de moi. Et enfin, il faudra bien sûr, dans le cadre des résidences gérées, veiller à l'organisation juridique de l'exploitant. Qui est-il? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une ligne directe du promoteur à l'exploitant, à l'investisseur? Quel est le capital social, le nombre de lits gérés? Qui a payé, qui n'a pas payé? Tu faisais état de 80% des loyers payés. Je vais me faire un peu de pub pour le coup. 100% des loyers ont été payés dans leur intégralité chez Privilège, donc la société d'exploitation du groupe LP Promotion, pendant toute la crise du Covid. On est passé d'un taux d'occupation en 2019 à 96%, à 89% pour 2020. Bon, ça veut dire qu'on a plutôt pas trop mal réfléchi le concept. On n'est pas les seuls à bien réfléchir nos concepts. Mais ce qui est important, c'est de bien comprendre le concept pour bien comprendre et bien analyser ce que vous commercialisez, pour y aller en connaissant la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et ça, c'est votre job. Ok, super, merci. Alors, il reste moins de 3 minutes. On avait le dernier point à traiter. Ce que je voudrais juste, c'est que chacun, vous me disiez quel est le plus gros défi à relever dans les prochains mois pour qu'on ait le temps de prendre une ou deux questions dans la salle. Olivier ? Notre plus gros défi, nous, c'est de continuer à proposer des produits de qualité. La crise de l'offre, on l'a évoqué, donc c'est pour ça que nous sommes obligés de monter, nous, sur de l'achat en bloc total ou partiel des résidences avant de les recommercialiser à la découpe. Donc ça nécessite une réflexion sur le montage financier un petit peu différente de celle qu'on avait l'habitude de faire. Donc ça, notre défi, c'est principalement ça. Le deuxième défi que l'on a tous à relever, c'est de faire un peu de pédagogie sur les rendements, parce que s'il y a une seule mauvaise nouvelle, mais qui est une réalité à donner, c'est que les rendements, ils vont continuer à baisser un petit peu sur notamment l'immobilier géré, parce que si on les baisse pas, tout simplement, on n'aura plus de produits. Donc ça, il faut faire un peu de pédagogie vis-à-vis des clients, mais quand bien même les rendements baissent, on restera ultra compétitif dans le marché, dans le panorama de l'épargne actuelle. Donc voilà pour moi les deux plus gros défis. Et juste une petite phrase sur l'EHPAD. Alors je sais pas, j'ai pas besoin d'en faire la publicité parce que c'est un produit qui se vend très bien. Je voulais quand même le défendre un petit peu. Ça fait 25 ans qu'on en fait. J'ai aucun client propriétaire et je pense qu'on a 30 000 clients qui ont investi sur l'EHPAD depuis 25 ans qui est mécontent de son investissement. Les loyers ont toujours été payés en temps et en heure et ils réussissent à revendre leurs biens dans des conditions extrêmement favorables. D'accord, merci Olivier. Jean-François ? Bon, moi je voulais très rapidement du coup, je veux juste te dire que le devis en fait il n'est pas ici dans la salle, il n'est pas sur, voilà, c'est l'offre effectivement, c'est de pouvoir continuer à développer pour proposer du produit
Faut pas que la machine s'enraye, ça c'est une certitude. Vos clients vous demandent de l'immobilier tous les jours. On voit bien qu'ici, même dans la salle, on en parlait, mais des fonds, des foncières qui sont là pour regarder ce qui peut être fait, et avec des prix vraiment très, très agressifs par rapport à de la vente aux particuliers. Donc pourquoi s'embêter ou pourquoi pas aller vite? Donc ça a été un défi qu'il va falloir maintenir, c'est de continuer d'équilibrer la vente auprès du particulier pour que les Français continuent d'acheter un produit qu'ils affectionnent, ça c'est important. Et puis pour moi la plus grande crainte que je pense à titre vraiment personnel, même si tout le monde se dit bon, c'est bon, là on a envoyé des liquidités sur le marché, le Covid est passé par là. Ce qui enrayera la machine à coup sûr, si on n'a pas notre choc de l'offre dont je parlais tout à l'heure, ce sera l'impact des taux d'emprunt. Mettez 0,30, 0,40 avec les taux d'emprunt actuels, vous allez enlever une bonne partie de la population en éligibilité au crédit. Et ça, c'est pour moi le seul truc qui m'empêcherait presque de dormir en fait. Bon, maintenant c'est pas dans l'air du temps, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, mais on voit bien que les banques sont en train de refaire un peu la pluie et le beau temps, et ça m'agace un peu. J'espère qu'il n'y a pas de banquiers dans la salle. Jean-Sébastien, la même crainte? Alors, c'en est une, mais en l'état de l'économie, en l'état de l'inflation, j'ai du mal à croire à une remontée des taux à court terme, hein, et même à moyen terme. Pour nous, les éléments qui vont être surtout à surveiller, le vrai gros défi pour le promoteur que je suis, ça va être la maîtrise des coûts. La maîtrise des coûts avec la réglementation environnementale de 2020 qui va arriver, et on va nous l'imposer, puisque s'il y a un nouveau dispositif d'aide à l'investissement, c'est certain qu'il sera lié à la réglementation environnementale de 2020. C'est l'augmentation incroyable des coûts des matières premières. Sur la période juin-juillet 2021, vous avez certains postes qui ont pris jusqu'à x3 et majoritairement entre 10 et 30%. Donc ça va forcément avoir un impact à un moment donné. Et si on n'a pas un choc de l'offre, pour reprendre tes mots, si on n'a pas le droit de construire en masse et donc d'amortir les coûts par des économies d'échelle, eh ben les prix vont monter fort. Mais ça, encore une fois, je l'ai dit en préambule tout à l'heure, il faut le voir plutôt comme une opportunité, parce que les prix sont ce qu'ils sont aujourd'hui, mais si vous les trouvez chers aujourd'hui, dans 18 mois, sincèrement, ça sera beaucoup plus cher que ce que ça ne l'est aujourd'hui. Donc clairement, c'est le moment, et clairement, c'est le moment de faire des bonnes affaires. Moi, j'ai commencé dans le crédit, et je me souviens, j'étais particulièrement halluciné de voir des mensualités de crédit dans les dossiers que je recevais si basses pour l'achat d'une maison. Et oui, mais il y avait l'inflation qui était passée par là 10 ans après. Et ce qui va se passer sur les 10 prochaines années, c'est exactement ça. À moins qu'on arrive à libérer complètement le foncier et à maîtriser les coûts, ce que je nous souhaite à tous. Super, merci. Alors, est-ce qu'on a le temps de prendre une ou deux questions dans la salle? Je ne sais pas s'il y a des micros. Normalement, il devait y avoir des micros qui circulaient, mais Ils sont sur les côtés. si vous parlez fort, on vous écoute. Quelqu'un a-t-il une voix qui porte? Tout a été dit, tout a été bien détaillé, précisé. C'est toujours la première question qui est la plus dure à obtenir. Donc on va passer à la deuxième. Bon, je crois que messieurs, vous avez été très complets, exhaustifs. Merci beaucoup. Et puis merci à vous, public, d'avoir écouté ce débat d'experts. Merci. Merci.